Bonjour à vous très chers et bienvenue dans ce nouveau cours. Ce cours va porter sur la création de sites web mais de manière intégralement gratuite. Si vous avez déjà suivi certains de nos cours, vous verrez que nous essayons de vous proposer des contenus qui vont vous permettre d'arriver à vos fins en optimisant au maximum vos dépenses. Certaines des solutions que nous avons déjà présentées peuvent être réalisées gratuitement, mais en général, vous verrez que gratuitement a une petite étoile à côté parce que nous considérons que certains facteurs ou alors certaines dépenses sont presque inévitables, comme le nom de domaine, le certificat SSL, l'hébergement, etc. Donc, mis à part, la plupart de ces autres solutions sont tout à fait possibles, c'est-à-dire construire un site web et aller même jusqu'à construire une boutique en ligne. Mais aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin et nous allons voir comment est-ce que la petite étoile que nous rajoutons à côté de gratuitement peut disparaître. Nous verrons comment créer un site web de part en part, c'est-à-dire les règles qui peuvent, ou alors les choses à considérer pour créer un site web gratuitement, complètement gratuitement. Nous allons voir jusqu'à quel point c'est pertinent, quelles sont les possibilités, quelles sont les réalités et bien entendu quel est le prix à payer. Ça peut sembler paradoxal, mais effectivement, il y aura un prix à payer. Pas forcément un prix financier, il n'en demeure pas moins que ça reste un prix à payer. Donc restez avec nous, ce sera un cours assez rapide pour vous faire le portrait de l'industrie par rapport à ces enjeux-là. Le monde du web est un monde qui est en perpétuelle évolution. Ces dernières années, nous avons vu une démocratisation des prix, les prix des serveurs, les prix des hébergements, les prix des noms de domaine et les prix des différentes offres. Alors, les choses se diversifient et il est de plus en plus facile de pouvoir créer un site web à un coût tout à fait raisonnable. Cependant, il peut exister des situations pour lesquelles dépenser cet argent, bien qu'il soit relativement abordable, ne soit pas indiqué. Donc le but du cours d'aujourd'hui, c'est d'examiner certaines de ces possibilités, de voir quels sont les éléments à considérer pour que cela soit possible et voir quelles sont les limites, parce que c'est bien beau de savoir que c'est possible, mais c'est également bien de savoir qu'il y a des limites. Et avant de se lancer dans cette direction-là, il y aura des mesures à prendre de votre côté. Mais c'est toujours important de savoir toutes les options qui sont mises à votre disposition afin que, suivant la situation dans laquelle vous vous trouvez, que vous soyez capable de prendre la meilleure décision pour vous, pour votre projet et ceux qui vont se servir des bienfaits de votre projet. Pourquoi est-ce qu'on pourrait rechercher à créer un site web entièrement gratuitement? Parce que, comme nous en avons parlé précédemment, les prix ont quand même été démocratisés depuis quelques années et ça continue de le faire. On a de plus en plus d'offres à très bon prix. Alors pourquoi essayer d'avoir un site web de manière entièrement gratuite? Une des raisons zéro pourrait être que vous êtes le fils caché de Picsou. Donc vous avez hérité de sa tendance à ne absolument vouloir rien dépenser. Mais si ce n'est pas cela, peut-être que c'est une question de pouvoir. De pouvoir, pourquoi? Parce que c'est important de savoir que c'est possible. Ce n'est pas parce que c'est possible qu'il faudrait absolument le faire, mais c'est quand même important de le savoir. Ça vous donne des options supplémentaires et il peut arriver que vous soyez dans un projet, dans un contexte qui ne nécessite pas les dépenses, aussi faibles soient-elles, et savoir que vous avez la possibilité de créer des sites web entièrement gratuitement, ça peut être une avenue. Une autre raison peut être le vouloir. Il se peut très bien que ce soit tout simplement parce que vous ne voulez pas du tout avoir à dépenser. Alors moi j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans ça et puis ils ne sont pas très nombreux ce genre de clients, mais j'ai trouvé des clients pour qui payer pour ce genre de choses n'était pas du tout une option. Bon, ils avaient tout genre de raisons dans leur esprit, mais
Ok, ils voulaient pas du tout payer. Alors c'est important de savoir que c'est possible. Mais c'est pas parce que vous ne payez pas avec des coûts directs que ça veut dire que c'est plus facile ou c'est moins cher. Parfois, ça peut vous revenir un peu plus cher, ça peut être un peu plus long, un peu plus compliqué si vous ne payez pas du tout. Bon, mais chaque situation est particulière. Une autre raison qui pourrait justifier le besoin de rechercher un site web gratuitement, c'est le besoin d'expérience ou d'expérimentation. Alors il y a des gens qui ne le savent pas parce que ok, il y a tant d'options disponibles sur le marché, les unes moins chères que les autres, et puis il y a aussi des personnes qui sont pas forcément riches, mais ok, elles n'ont pas d'enjeu financier particulier, donc dépenser une centaine de dollars par an pour hébergement, nom de domaine et tout ça, c'est parfaitement correct pour ces personnes. Alors, ne pas avoir à dépenser, c'est un peu bizarre, c'est un peu curieux. Donc, c'est possible de savoir que, ok, je peux ne pas dépenser d'argent et quand même avoir un site web. Ça peut être aussi juste pour essayer. Ah oui, c'est vrai qu'on peut ne pas dépenser d'argent pour avoir un site web. Qu'est-ce que ça donne? Quelle sera la qualité du site web? Donc, ils veulent faire des expériences, ils veulent tester, ils veulent se faire leur propre idée à ce sujet. Ça peut être que vous êtes absolument obligé. Euh, Quand je dis obligé, il peut y avoir des saisons de votre vie où les frais à dépenser, aussi faibles soient-ils, vous ne pouvez tout simplement pas vous les permettre. Pour tout un tas de raisons. Ok, ça peut être, et je l'espère si jamais c'est votre cas, une situation extrêmement temporaire où, ok, vous êtes obligé d'avancer, par exemple d'avoir une plateforme, de mettre en ligne vos informations, mais vous n'avez pas d'argent, du moins à consacrer pour ce genre de choses. Alors si jamais c'est votre cas, sachez qu'il existe des options. Il faudra prendre certaines mesures avant d'aller de l'avant, mais ça reste possible. Et enfin, il se peut que ce soit tout simplement un besoin de la cause, ok? Par exemple, vous pouvez être étudiant et vous avez besoin d'une plateforme pour démontrer vos capacités pour un devoir. Si l'école ne fournit pas de plateforme pour héberger vos sites web, vous n'avez pas nécessairement besoin d'acheter un nom de domaine et tout le reste, surtout si c'est juste pour un projet d'école que vous ne comptez pas, sur lequel vous ne comptez pas capitaliser après. Soit dit en passant, si vous êtes étudiant et que vous créez des projets juste pour le contexte de l'école, ça peut être intéressant pour vous de les capitaliser, ces projets justement, que ça aille au-delà de l'école et que vous vous en serviez comme des porte-flambeaux pour votre recherche de travail, etc. Mais si jamais c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas du tout, ok, au lieu d'être bloqué, vous pouvez tout simplement opter pour certaines des solutions que nous allons présenter et aller de là. Avant d'aller plus loin dans ce que pourraient être les solutions, c'est important de comprendre le contexte dans lequel on se trouve. C'est important de définir certaines choses pour que les stratégies que nous allons déployer soient plus efficaces, soient plus alignées. Alors nous allons commencer par définir un site web. Alors selon Wikipédia, un site web c'est un ensemble de pages web et de ressources qui sont reliées par des hyperliens. Cet ensemble de pages-là, il est défini et accessible par une adresse web. Alors un site web, il est développé à l'aide de langages de programmation web, puis il est hébergé sur un serveur web accessible sur les réseaux mondiaux Internet, un intranet local ou n'importe quel autre réseau tel que le Darknet. Alors c'est important de comprendre cette définition qui est un peu longue, elle a failli me couper le souffle, je vais porter plainte à Wikipédia pour cette phrase qui est traumatisante là. Mais bref, c'est important de comprendre parce que dans la définition, nous avons des indications sur les éléments
dont nous avons besoin pour créer un site web. Et chacun de ces éléments-là peut venir avec un prix. Donc, c'est un ensemble de pages web et de ressources. Il faut identifier les ressources, reliées par des hyperliens, définis et accessibles par une adresse web. C'est-à-dire que pour avoir un site web, il faudrait que vous ayez des ressources qui sont reliées par des hyperliens. Il faudrait que cet ensemble-là, que ces pages web-là constituent un ensemble. Il faudrait que cet ensemble-là ait une adresse web, que ce soit développé à l'aide de langage de programmation web, que ce soit hébergé sur un serveur web et que le serveur web soit accessible sur le réseau. Bon, en général, si vous avez un site web, il est sur Internet ou le Darknet. En tout cas, il est accessible à partir d'Internet. C'est un peu différent d'un intranet local parce que l'intranet local, en dehors de votre réseau, personne n'y a accès. Ok. Bon, il y a des intranets qui sont un peu bizarres parce que, ok, c'est un réseau local, mais il est accessible sur Internet par un VPN ou des choses un peu mystiques de ce genre. Mais on n'entre pas dans cette catégorie-là. Par intranet local, je considère que vous êtes, par exemple, dans un bâtiment, et puis tous ceux qui sont dans le bâtiment, ça peut être un immeuble, ça peut être une chambre ou un appartement, n'importe quoi. Tous ceux qui sont dans ce bâtiment-là, ils ont accès au réseau. Alors, c'est pas vraiment Internet parce que si vous êtes à l'extérieur, j'oublie le cas où vous pouvez utiliser le VPN ou des choses comme ça, ou TeamViewer ou n'importe quoi. Donc, si quelqu'un est à l'extérieur du bâtiment, il n'aura pas accès. Bon, c'est pas vraiment la philosophie d'un site web. La philosophie d'un site web, c'est que je suis au Japon, quelqu'un est à Puma ou au Brésil ou en Turquie ou je sais pas trop où là, et puis il a accès à mon site web. Alors, pour que ce soit possible, on a besoin d'un ensemble de pages web. Nous avons besoin de ressources à l'intérieur de cet ensemble de pages web. Nous avons besoin d'une adresse web. Nous avons besoin de langage de programmation. Nous avons besoin d'un hébergement, d'un serveur web. Tous ces éléments-là peuvent éventuellement porter un certain nombre de prix. Alors, plus en détail, les éléments dont nous avons besoin. Oui, ça c'est Wikipédia. Donc, plus en détail, les éléments dont nous avons besoin pour créer un site web sont un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est le nom de votre site web, tout simplement. Comment est-ce qu'on fait pour accéder à votre site web? Si on veut accéder à votre site web, quelle adresse doit-on donner? C'est ça le nom de domaine. Il faut le définir et il faut l'avoir. Un autre élément qui est important, c'est l'hébergement. Où se situe votre site web? Parce que l'adresse est une chose, mais il y a des adresses qui n'existent pas ou qui n'existent plus, disons comme ça. Elles n'existent plus parce que peut-être le bâtiment a été déplacé ou alors ça a changé de nom, ou etc. Il y a eu ou ça a été kidnappé par des aliens, ou etc. Donc, vous avez besoin d'un nom de domaine, c'est-à-dire l'adresse de l'endroit où se trouve votre site web. Vous avez besoin d'un hébergement, c'est-à-dire l'endroit où il se trouve effectivement. Vous avez besoin également, ça c'est en général, d'un certificat SSL. Le certificat SSL, c'est une couche de sécurité que vous rajoutez à votre site web qui permet de sécuriser les informations qui sont échangées entre votre site web et par exemple vos utilisateurs. Ça peut être extrêmement pertinent d'avoir un certificat SSL si par exemple vous créez un site web de commerce électronique, vous vendez des choses en ligne et puis les clients ils commandent des produits, commandent des services et payent avec leur carte de crédit. Ça peut être également pertinent si vous avez un site web où les utilisateurs viennent et créent des comptes. Peut-être vous ne vendez rien du tout, mais les utilisateurs doivent créer un compte pour peut-être publier des photos, dialoguer avec les autres. Bref, à chaque fois que vous, comment dire ça, que vous recevez des informations personnelles d'utilisateurs, ça peut être extrêmement pertinent d'utiliser le certificat SSL. Autre chose qui fait partie du site web, de la gestion du site web, c'est l'apparence visuelle. Alors la manière dont votre site web paraît, c'est quelque chose qui est très important. C'est important parce que les jeux de couleurs, les polices utilisées, toutes ces choses-là définissent
comment dire ça, la personnalité de votre site web. Et ces choses-là peuvent avoir des impacts éventuellement sur les coûts, comme on le verra un peu plus tard. Il y a les diverses fonctionnalités de votre site web également. Qu'est-ce que votre site web doit être capable de faire? Est-ce que vous voulez afficher une carte de là où se trouve votre entreprise? Est-ce que vous voulez afficher les produits avec leur prix et permettre aux gens de les acheter? Est-ce que vous voulez un système de communication, voyons donc, de dialogue interactif, de chat en ligne? Est-ce que vous voulez des formulaires de contact? Est-ce que vous voulez des sliders? Est-ce que vous voulez des particules? Bref, toutes les choses que vous aimeriez voir votre site faire, ce sont des fonctionnalités. Donc ces éléments-là, c'est important de les définir, de les connaître lorsque vous voulez créer votre site web. Autre chose très importante, soit dit en passant, l'ordre dans lequel nous citons ces éléments ne définit pas leur importance, pas du tout, c'est vraiment au hasard là. Donc autre élément de taille, c'est le contenu. Le contenu est très important. Si vous n'avez pas de contenu, si vous n'avez pas de ressources, votre site web n'a pas beaucoup de raison d'être. Alors ce contenu, il est très important. Vous en avez besoin parce que ce contenu, c'est lui qui va constituer les pages de votre site web. Mais de nos jours, les sites web ne sont pas que des pages. Ce sont des pages qui ont en général du texte, mais ces pages ont également des images, parfois des fichiers audio, de plus en plus de fichiers vidéo, des animations, toutes sortes de choses que vous pouvez mettre à l'intérieur. Alors ce contenu est très important. Et finalement, autre élément qui vaut son pesant d'or aujourd'hui, c'est tout ce qui se rapporte à la promotion. Parce que oui, vous avez une adresse, c'est le nom de domaine. Oui, vous avez un hébergement, c'est-à-dire une maison qui abrite votre site web. Ça, c'est l'hébergement. Oui, votre site web est éventuellement protégé, patati patata. Oui, vous avez les éléments pour renforcer l'apparence visuelle, le caractère, l'identité visuelle de votre site web. Vous avez tout genre de fonctionnalités. Vous avez un contenu intéressant, mais personne n'est au courant de votre site web. Personne ne sait là où il se trouve. Parce que c'est bien beau d'avoir une maison, que cette maison-là ait une adresse, mais si les gens ne savent même pas que cette maison existe ou cette adresse existe, devinez quoi, ils ne vont pas venir vous visiter. Alors la promotion est très importante dans la gestion d'un site web parce que c'est cet aspect-là qui éventuellement va vous permettre de faire en sorte que les gens viennent vers vous. Sauf si vous créez un site web pour vous-même, c'est-à-dire vous créez votre site web et vous êtes le seul à le regarder. Bon, si c'est ça, il n'y a pas de souci. Vous connaissez le nom de domaine, vous allez aller visiter votre propre site. Mais si l'objectif c'est de faire que le plus grand nombre de personnes accèdent à votre site web, alors vous devrez tenir compte de la dimension promotion. Maintenant que nous avons vu la définition d'un site web, et compris les éléments qui rentrent en ligne de compte dans la constitution d'un site web, nous avons vu quels sont donc les éléments qui sont susceptibles de générer des coûts pour un site web. Donc, notre prochaine mission consiste donc à voir comment est-ce que nous pouvons réduire ces coûts-là au point de les rendre quasiment nuls. Lorsqu'on parle de réduire les coûts, dans ce cours-ci, il s'agit des dépenses monétaires que l'on fait directement. Parce que, dites-le vous bien, lorsque vous vous engagez dans un travail, peu importe le travail, au-delà des dépenses monétaires, il y a d'autres dépenses que vous aurez à faire, notamment en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'implication, etc. Nous ne couvrons pas du tout ces aspects. Donc avec l'intelligence artificielle qui monte en flèche et tout, il arrivera probablement un moment où on pourra faire des choses sans s'impliquer en termes d'énergie, en termes de temps. Ok, mais nous ne sommes pas encore là, ou du moins c'est pas le sujet de ce cours-ci. Il s'agit ici de créer un site web gratuitement. Donc nous allons voir comment réduire les coûts au point de les ramener à zéro. C'est-à-dire que votre site web pourra être prêt sans que vous ayez dépensé quoi que ce soit.
par rapport aux éléments que nous avons identifiés précédemment. Dans notre quête pour réduire les coûts, une des premières cibles à atteindre, c'est de pouvoir réduire, voire annuler les coûts associés au nom de domaine. Alors le nom de domaine, c'est l'adresse de votre site web. C'est le nom de votre site web. Ça peut être sokawakata.com, ça peut être shibagubumulu.ca, ça peut être tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, ou presque. Parce que de nos jours, nous avons de plus en plus nous avons les noms de domaines traditionnels comme org, net, int, edu, gouv, tout ça. Mais on a de plus en plus, bon, il y a les noms de domaines et les extensions territoriales. Mais nous avons des noms de domaines de plus en plus fantastiques depuis quelques temps. Alors, les voici ici, Academy, Accountant, Active, Ads, Adult, blablabla, Band, sont très nombreux. Alors, ces noms de domaines-là ont un coût. En général, si vous achetez un hébergement classique, dans la plupart des cas, vous aurez le nom de domaine qui vous sera offert gratuitement. Mais en fait, le prix est absorbé par l'hébergement que vous prenez à côté. Ça fait que si vous voulez prendre le nom de domaine tout seul, en général, il aura un coût qui varie suivant le type de nom que vous prenez, le type d'extension, est-ce qu'il est disponible, est-ce qu'il n'est pas disponible, est-ce qu'il a un fort potentiel ou pas, est-ce qu'il a déjà été réservé, parce que s'il a déjà été réservé, vous pouvez le racheter par-dessus. Ça a tout un coût là. Alors, être capable de réduire les coûts consiste à être aussi capable de, ne pas payer ou alors ne presque rien payer au niveau du nom de domaine. Alors, si vous voulez absolument, si c'est un objectif fondamental pour vous de réduire les coûts, et d'arriver à un site web entièrement gratuit, vous devrez trouver le moyen de ne pas payer de nom de domaine ou encore de renoncer à votre nom de domaine. Nous verrons cela un peu plus en détail plus tard. C'est-à-dire que au lieu que vous ayez un nom de domaine plein, par exemple sokawakata.com, il va falloir vous résoudre à utiliser un sous-nom de domaine. Par exemple, je sais pas moi, google.com/sokawakata ou sokawakata.google.com par exemple. La prochaine chose à considérer si vous voulez réduire vos coûts, voire les annuler, même pas les réduire mais les annuler, c'est d'annuler également ou alors de zéroifier tous les coûts liés à l'hébergement. L'hébergement, c'est tout simplement le fait de donner une maison à vos sites web, à vos fichiers, etc. Donc, traditionnellement, les hébergements viennent avec un coût. Ce coût n'a cessé de baisser avec les années, mais si vous êtes dans une configuration où ce n'est pas une option de dépenser de l'argent, que ce soit par volonté, par pouvoir, par expérimentation ou par quoi que ce soit. Alors, il faudrait trouver des solutions pour que vous soyez capable de donner une maison à votre site web sans avoir à dépenser pour cela. Plusieurs options sont possibles, mais il est important de connaître déjà la différence qu'il y a entre les différentes sortes d'hébergements. Vous avez ce qu'on appelle les hébergements mutualisés, c'est-à-dire que votre site web, en fait, vous avez un serveur, et à l'intérieur de ce serveur, il existe plusieurs sites web qui partagent les ressources de ce serveur-là. Parce qu'un serveur, c'est de manière très simplifiée, c'est un ordinateur avec tout ce qu'un ordinateur a de traditionnel, c'est-à-dire processeur, mémoire vive, disque dur, etc. Sauf que lorsque vous avez un hébergement mutualisé, c'est encore ce qu'on appelle shared hosting en anglais, ça veut dire que vous avez sur le même ordinateur
plusieurs sites web qui vont utiliser exactement les mêmes ressources. Donc vous pouvez en avoir 100, vous pouvez en avoir 1000, vous pouvez en avoir 1 million qui utilisent le même ordinateur avec le même disque dur, le même processeur, etc., etc. Alors ça peut réduire un peu la puissance de votre site web et ce qu'il est capable de faire. Vous avez également ce qu'on appelle les hébergements dédiés, Dedicated Web Server. C'est tout simplement des ordinateurs qui vous sont complètement dédiés. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces ordinateurs-là, il y a juste votre site web et rien d'autre. Donc votre site web utilise toute la puissance de ce serveur-là, c'est-à-dire tout le disque dur appartient à votre site web, tout le processeur, toute la mémoire vive, etc. Bien entendu, si votre site web est seul à utiliser un serveur, ça va coûter un peu plus cher. Donc, si vous voulez aller vers la direction des hébergements gratuits, ce n'est probablement pas quelque chose comme ça que vous aurez. Mais il existe des projets qui n'ont vraiment pas besoin de ces options-là. Donc, si vous voulez considérer, il faudra donc chercher un hébergement qui vous permette d'y aller complètement gratuitement de ce côté-là. Créer un site web gratuitement, c'est également dire au revoir au certificat SSL. Le certificat SSL, c'est un mécanisme, c'est une couche de sécurité que vous rajoutez à votre site web et qui permet de sécuriser les échanges d'informations entre votre site web et les informations personnelles des utilisateurs telles que leur nom, prénom, blablabla, leur numéro de carte de crédit ou les adresses bancaires ou des choses de ce genre-là. Alors, si vous avez un site web qui fait du commerce électronique ou alors qui, d'une façon ou d'une autre, invite les utilisateurs à rentrer leurs informations personnelles, c'est plus que nécessaire, voire indispensable, d'avoir un certificat SSL. Ceci dit, si vous n'avez pas de certificat SSL, votre site web ne va pas s'arrêter de marcher. Il va parfaitement marcher dans la plupart des cas, même s'il n'a pas de certificat SSL. C'est juste que pour les bonnes pratiques, pour la confiance de vos utilisateurs, c'est important qu'il y ait le certificat SSL. Autre chose à considérer, c'est le fait que lorsque vous avez un certificat SSL, vous avez un meilleur classement sur les moteurs de recherche. Mais lorsque vous considérez tout cela, il est important de savoir qu'il y a des sites web qui n'ont pas techniquement besoin de certificat SSL. Si vous avez un site web qui affiche juste des informations de, comment dire, des informations de nature générale, vous ne demandez pas aux utilisateurs de s'inscrire sur votre site web, vous ne demandez pas aux utilisateurs de rentrer des informations de paiement et autres, et ben le certificat SSL n'est vraiment pas indispensable pour l'expérience utilisateur, etc. Donc vous pourriez carrément skipper cela. Et je vous dirais que dans les projets web, nom de domaine et hébergement ont des prix de plus en plus bas. Ce n'est plus si cher que cela. Ce qui va vous coûter un peu cher en termes de charges fixes, ce sera en général le certificat SSL, dépendamment du certificat que vous prenez. La bonne nouvelle toutefois, c'est que il existe des possibilités pour avoir des certificats SSL gratuits, grâce notamment à Let's Encrypt, qui est une plateforme qui vous permet, qui est une autorité de certification, qui vous permet de générer des certificats SSL complètement gratuitement parce qu'ils utilisent les technologies open source. Une des limites avec cette façon de faire là, c'est que les certificats SSL qu'ils délivrent ont une durée de vie relativement courte, parce qu'il faut savoir, les certificats SSL traditionnels ont en général une durée de vie d'1 an que vous devez renouveler chaque fois, aussi longtemps que vous voulez continuer à utiliser le certificat. Pour Let's Encrypt, c'est beaucoup plus petit que cela, c'était 3 mois. Je ne sais pas si c'est toujours 3 mois ou c'est monté, ce qui veut dire qu'il va falloir les renouveler 3 à 4 fois par an, tout le temps. Mais pour la couche de sécurité qu'ils apportent, c'est un effort tout à fait, comment dire ça,
pas compréhensible, mais c'est un effort qui vaut la peine d'être effectué. Ok, vous sécurisez votre site web, mais vous ne payez pas nécessairement pour cela. C'est pas une opération, c'est une opération simple, mais lorsque vous ne savez pas comment le faire, bon ben ça allait d'être une langue venue d'ailleurs ou je sais pas trop quoi. Donc, ça vaut largement la peine de l'utiliser. Alors, l'autre petit truc à considérer, si jamais vous voulez opter pour des solutions SSL gratuites, telles que Let's Encrypt, c'est que il ne marche pas avec tous les hébergeurs. Donc, si jamais vous voulez utiliser des SSL gratuits, vous devrez au préalable vous assurer que l'hébergeur que vous utilisez accepte les certificats en provenance de Let's Encrypt. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, certains hébergeurs ne l'acceptent pas du tout. Donc, ça ne marchera pas. Et puis, il y en a d'autres qui l'acceptent. Donc, avant de choisir votre hébergeur, ça peut être intéressant, ça peut être un exercice intéressant pour vous de voir si cet hébergeur-là accepte ou pas les certificats en provenance de Let's Encrypt. Non, Let's Encrypt. Bref, ce site web-ci. Un autre élément de poids qui intervient dans le coût potentiel d'un projet web, c'est son apparence. La manière dont le site web va se présenter, les combinaisons de couleurs que vous allez utiliser, les polices disponibles, les dispositions possibles, et parfois c'est combiné aussi avec les fonctionnalités. Alors les sites web, dépendamment de ce que vous cherchez à faire avec eux, peuvent avoir tout genre d'apparence. Et parfois, pour avoir accès à ces apparences-là, à moins que vous soyez un gourou du PHP, du HTML, du CSS, du JavaScript, ça peut parfois être un peu compliqué. C'est moins compliqué aujourd'hui que ça le fut déjà à une époque, mais c'est pas tout le monde qui est capable d'entrer dans Notepad et puis de transformer par exemple un site qui est comme ceci en un site web qui ressemble à cela. Ça se fait relativement bien, ça se fait de mieux en mieux, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Alors vous aurez parfois besoin d'un peu d'aide. Et cette aide-là vient souvent sous la forme de ce qu'on appelle les thèmes. Les thèmes, c'est des packages qui permettent de définir l'apparence, l'identité de votre site web. Il existe de très nombreux thèmes dans le monde, peut-être des milliards de thèmes. Il existe bien sûr des thèmes qui sont payants. Et bien entendu, s'il y a des thèmes payants, vous en avez également qui sont gratuits. Donc, la technique, l'astuce, correspond tout simplement à rechercher sur Internet les thèmes qui seront gratuits. Alors, c'est pas parce qu'ils sont gratuits qu'ils sont mauvais. Vous avez de plus en plus de thèmes de très haute qualité, de très haute facture, qui sont complètement gratuits. Ils vous offrent des expériences modernes, des expériences légères et efficaces, à des prix défiant toute concurrence. En fait, il n'y a même pas de concurrence, c'est complètement gratuit. Donc, dépendamment de la plateforme que vous utilisez, ce sera possible ou pas. En général, c'est toujours possible. C'est juste l'éventail de choix qui peut parfois, comment dire ça, vous limiter un peu. Ok, même sur les plateformes qui sont payantes, comme par exemple Shopify, Wix, Squarespace, vous avez à l'intérieur de ces plateformes-là des thèmes qui sont complètement gratuits. Traditionnellement, certains thèmes gratuits, comment dire, certains thèmes gratuits vont venir avec des fonctionnalités limitées, mais paradoxalement, les thèmes qui sont payants viennent avec beaucoup plus de fonctionnalités, mais parfois ils ont tellement de fonctionnalités que juste pour être capable de les configurer correctement, ça vous prend un temps astronomique. Parfois, le thème est tellement complet, tellement puissant que pour pouvoir le configurer correctement, vous avez besoin d'engager en plus un expert qui va venir vous configurer ça correctement. Parce que sinon, vous avez un thème qui est magnifique. Quand vous regardez la démo et tout le reste, dès que vous mettez vos informations, ben, ça ressemble absolument pas à ce que vous avez vu. Et vous avez besoin encore de recruter quelqu'un qui va venir configurer tout normalement, mettre tout à la bonne place. C'est un argent supplémentaire. Alors,
tant qu'à le faire, optez pour un thème gratuit qui est peut-être un peu limité, mais il ne va pas vous submerger avec trop d'informations, trop de configurations. Ça fait que vous passez un peu moins de temps à configurer le produit. Il est directement ou plus ou moins prêt dès que vous finissez de mettre vos informations et puis ça le fait. Alors, c'est pas pour tout le monde. Si jamais votre projet ne nécessite pas des apparences visuelles trop complexes, vous pouvez opter pour des thèmes gratuits. Et encore que de nos jours, nous avons des outils qui peuvent vous permettre de reproduire à peu près n'importe quelle apparence pour absolument rien du tout. Mais bien sûr, tout dépend de la plateforme que vous allez utiliser. Parmi les éléments qui causent du fil à retordre lorsqu'il faut réduire les coûts, il y a les fonctionnalités. Et c'est probablement au niveau des fonctionnalités que le plus de personnes sont piégées. Parce que, ok, nom de domaine, hébergement, ok, c'est bas, c'est relativement bas, mais on peut s'en passer de manière très spectaculaire. SSL, dépendamment du contexte, ça peut être utilisé ou pas. C'est important, on s'entend, mais si vous avez des contraintes vraiment très fortes, vous pourriez vous en passer et votre système peut quand même fonctionner. L'apparence, si vous utilisez des solutions comme par exemple Shopify, WordPress, vous avez une tonne d'options qui sont gratuites et qui sont de très bonne facture. Mais lorsqu'arrivent les fonctionnalités, c'est-à-dire ce que votre site web est capable ou pas de faire, parfois ça devient une limite difficile à franchir. Alors, au niveau des fonctionnalités, certaines fonctionnalités sont vraiment rattachées aux fonctions payantes. Alors, certaines plateformes offrent des options gratuites, comme par exemple Wix. Vous pouvez créer un site web complètement gratuit à partir d'ici, moyennant quelques restrictions par rapport aux éléments que nous avons déjà identifiés. Mais si par exemple vous voulez intégrer certaines fonctionnalités comme la boutique, c'est-à-dire être capable de vendre vos articles et permettre aux gens d'utiliser leur carte de crédit pour acheter, vous allez être bloqué. Il faudra absolument que vous ayez un plan payant pour pouvoir l'utiliser. Même chose avec plein d'autres plateformes. Et c'est donc ça le plus gros enjeu. Il y a des plateformes qui vont vous permettre d'héberger gratuitement votre site web, mais ils vont vous restreindre au niveau des fonctionnalités. Peut-être que votre site web ne sera pas capable d'envoyer les courriels à partir d'un formulaire de contact. Peut-être que vous ne serez pas capable, d'insérer les fonctions de commerce électronique. Peut-être que vous ne serez pas capable de faire ci, peut-être que vous ne serez pas capable de faire cela. Ça fait que si votre site web n'est pas extrêmement basique, un site web à la Wikipédia où les gens viennent juste consulter les informations, encore que Wikipédia offre de la collaboration et d'autres fonctions de ce genre, vous serez bloqué, tout simplement. Donc c'est important lorsque vous voulez créer un site web gratuitement que vous ayez en tête très précisément les fonctionnalités que vous cherchez à déployer et que vous soyez en mesure de voir si les fonctionnalités que vous voulez déployer sont disponibles gratuitement. Si elles ne sont pas disponibles gratuitement, il faudra faire des concessions. Soit vous êtes prêt à payer pour, soit vous optez pour des alternatives lorsque c'est possible. On ne s'en rend pas toujours compte, mais les contenus occupent énormément de place et indirectement génèrent beaucoup de coûts. On ne s'en rend pas nécessairement compte, mais c'est le cas. Alors si vous avez un site web dont le contenu est complètement disponible, ça ne va pas vous coûter grand-chose parce que le contenu existe déjà, vous avez vos textes, vous avez vos images, etc. Ça se corse si vous n'avez ni l'un ni l'autre. Alors, certains gens peuvent sursauter en se disant on a même des textes, on ne les a pas, mais effectivement, il y a des gens qui n'ont pas de texte pour leur site web. Par exemple, ils veulent créer le site web de leur entreprise,
mais ils n'ont pas un texte prêt qui explique par exemple le pourquoi et le comment de l'entreprise, qui présente les services, etc., etc. Et c'est un travail qui peut prendre beaucoup de temps. Donc, en termes d'énergie, d'implication, voilà quelque chose qui va vous coûter définitivement beaucoup de choses. Mais ça peut également vous coûter de l'argent, surtout s'il faut générer des images. Imaginez par exemple que vous ayez une boutique en ligne et que vous cherchiez à mettre en valeur vos produits. Il faudra les images de vos produits. Si vos produits sont des produits, par exemple, faits à la main, uniques en leur genre, spécifiques, ça n'existe nulle part ailleurs, vous n'aurez pas d'autre choix que de générer de vraies photos. Et dans ce cas-là, en fait, vous n'aurez pas le choix. Vous pouvez décider de mettre l'image d'un éléphant alors que vous vendez des bracelets. Bon, ça vous regarde. Si vous avez des ventes magnifiques, tant mieux pour vous. Si personne ne regarde votre site web, peut-être vous l'aurez un peu cherché. Mais bref, si vous décidez par exemple d'engager un photographe, à moins que ce soit votre cousin que vous essayez de traumatiser, vous allez probablement devoir le payer et ça peut revenir assez cher. Mais si jamais ce que vous vendez, c'est par exemple des produits génériques, il se peut que des photos existent sur Internet. Et lorsque certaines ressources existent sur Internet, ça peut également venir avec un certain coût. Donc, certains sites web existent qui sont capables de vous fournir des images de très très haute qualité, mais ça vient également avec un prix. Alors, on parle beaucoup d'images ici, mais ça peut être également des vidéos, ça peut être également de la musique. Alors, des sites web comme Shutterstock vous offrent toute cette gamme de produits-là, mais à un certain coût. Il est vrai qu'ils offrent une formule où vous pouvez avoir des ressources gratuitement, mais parfois ça peut être un nombre limité d'images qu'ils vous offrent. Et même si les images qu'ils vous donnent sont de très haute qualité, parfois ce ne sont pas des images qui sont en rapport avec ce que vous voulez faire. Parfois vous avez besoin de l'image, je sais pas moi quoi, d'une gazelle qui danse de la bossa nova. Bon, ils vont vous donner l'image d'une fleur en plein automne gratuitement. Mais vous n'avez pas besoin de cette image-là pour votre projet. Vous avez besoin d'une gazelle qui danse de la bossa nova. Alors ils ont peut-être cette image-là, mais cette image-là, par contre, il faudra payer pour elle. Alors ça peut être un enjeu. Alors si vous voulez réduire, voire annuler vos coûts pour avoir un site web gratuitement, vous allez devoir vous rediriger vers des solutions telles que, par exemple, ça c'est qui là, Pixabay, Unsplash, Pexels. Ils sont de plus en plus nombreux ces outils-là qui sont en ligne et qui vous permettent d'avoir des photos haute résolution complètement libres de droit. Vous n'avez pas besoin de payer pour cela. Alors, l'enjeu avec ce genre de plateforme, c'est que les photos n'ont pas toutes la même qualité. Alors, vous avez des photographes extrêmement talentueux qui sont sur ces plateformes-là et qui sont capables de créer des compositions uniques. Mais vous avez également des gens un peu random qui le font peut-être par passion, par énergie, peut-être pour déranger, parce qu'il y a certains... Bon, mais je pense qu'ils font quand même le ménage, parce que parfois vous avez des photos, vous vous demandez si la personne qui a fait la photo voyait le monde à l'endroit ou à l'envers. Mais bref. Et puis, les photos n'ont pas exactement la même qualité, les mêmes éclairages, etc. Ça fait que lorsque vous les utilisez sur votre site web, si vous ne faites pas attention, parfois il y a de l'énergie, parfois la photo a un peu moins d'énergie. Donc ça fait qu'il faudra parfois que vous la retravailliez à votre tour. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous-même générer le contenu. Alors les appareils photo de nos jours, même pas les appareils photo, ça n'existe presque plus, j'exagère un peu, mais disons les téléphones, les appareils mobiles intelligents ont des appareils photo de très grande qualité là, donc vous pouvez toujours vous improviser photographe et prendre vous-même les photos. Ça risque de vous prendre un peu de temps, mais ça reste possible. Si c'est les vidéos, c'est le même principe. Certaines de ces plateformes vous permettent même de télécharger les vidéos. Il y a des vidéos même en 4K qui sont complètement gratuites. Il y a des plateformes pour cela. Mais l'enjeu, une fois de plus, c'est que parfois la vidéo ne correspond pas du tout à ce que vous voulez faire. Par exemple, ici, vous voyez une vidéo gratuite.
Mais que se passe-t-il si la scène qui est filmée ne correspond pas du tout à ce que vous vouliez mettre en valeur? Bon, ben, vous allez devoir filmer vous-même. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est possible et c'est parfaitement légal. Avoir un nom de domaine, c'est déjà formidable. Avoir un hébergement, c'est encore mieux. Ou du moins, avoir une adresse et avoir un endroit où vos fichiers sont conservés, c'est formidable. Avoir en plus de tout cela un certificat SSL, du contenu bien structuré, une belle apparence, une belle dynamique, et puis des fonctionnalités qui sont au goût du jour et qui sont conformes aux attentes de l'utilisateur, c'est très important. Si en plus de tout cela, euh, 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 mais supposons que vous ayez réussi à créer votre site web, à toute l'infrastructure et tout le reste, mais que vous ne soyez pas capable de vous faire voir dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de promouvoir votre site web, ben, ça voudra dire que personne en dehors de vous et de vos proches immédiats, ne seront en mesure d'accéder à votre site web. Et ce n'est pas du tout la mission d'un site web. La mission d'un site web, c'est de rejoindre le plus de personnes qui sont potentiellement intéressées par le sujet, par le contenu de ce site web-là. Et pour pouvoir rejoindre ces personnes-là, bon, vous avez le porte-à-porte. Si vous êtes capable de traverser les océans et tout le reste, c'est extrêmement efficace en termes d'impact, mais par contre, la manière de le faire, ça peut être traumatisant. Premièrement, vous n'allez même pas y arriver. Vous n'allez probablement pas y arriver parce que faire le porte-à-porte dans le monde entier, c'est pas mal compliqué, ça prend pas mal de temps, c'est virtuellement impossible, virtuellement. Ok. Donc, mais de nos jours, avec l'émergence d'Internet et tout le reste, on a des outils tels que, par exemple, voyons, blablabla. Par exemple, Facebook. Facebook est un outil magnifique dont vous pouvez vous servir pour faire la promotion de votre site web, de votre plateforme, de vos services, etc. Mais bien entendu, ça a un coût. Si vous utilisez les fonctions de marketing qu'il propose. Vous avez également des outils tels que Google Ads qui sont également efficaces. Assez redoutables hein, si vous les utilisez bien parce que quelqu'un va venir faire sa recherche sur le moteur de recherche et votre publicité apparaît juste à côté là. C'est extrêmement redoutable si vous le faites correctement. Mais ça vient avec un coût. Et puis vous avez la plateforme qui ne cesse de monter depuis quelque temps, Instagram, qui est une sorte de Facebook déguisé là. Et c'est le principe est le même. Alors, que se passe-t-il si vous voulez promouvoir votre site web, mais vous ne voulez pas dépenser d'argent? Ben, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez être LeBron James, par exemple. Ce sera assez facile, ou Kim Kardashian, ou quelque chose de ce genre. Ça va se faire presque tout seul, parce que si vous êtes une célébrité, bon, je blague un peu bien sûr, si vous êtes une célébrité, vous avez des tas de personnes qui vont vous suivre, et ces personnes qui vont vous suivre, directement ou indirectement, elles relaient votre contenu. C'est aussi simple que ça. Ça fait que si vous avez une comment dire, une base j'allais dire de disciples, mais c'est pas vraiment des disciples, une base de suiveurs assez importante, toutes vos publications web auront une visibilité sans précédent. Alors, si vous n'avez pas du tout cette notoriété-là, autre chose que vous pourriez faire, c'est de créer la controverse. Ok, je sais pas. Si vous allez sur un site web des partisans du Canadien et puis vous publiez quelque chose sur les ennemis jurés des Canadiens, par exemple, un site web dédié à Yori Yagami, vous publiez quelque chose sur Kyoku Nazagi ou quelque chose de ce genre-là. Vraiment, vous créez complètement la controverse. Vous allez ramasser des insultes, de la haine et plein d'autres choses, mais vous allez attirer aussi de l'attention. Donc, c'est un peu extrême tout cela, mais tout ça c'est juste pour vous dire que
Si vous n'êtes vraiment pas prêt à investir, peut-être parce que ça n'en vaut pas la peine ou vous n'êtes vraiment pas capable de le faire, vous allez devoir vous allez devoir vous reposer sur des techniques beaucoup plus organiques et qui prennent beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites vous faites de l'optimisation organique de contenu, c'est-à-dire que petit à petit, les liens sont faits entre les contenus de votre page web et les principaux moteurs de recherche, alors ça va prendre un certain temps avant que vos résultats commencent à apparaître dans les résultats, avant que vos pages commencent à apparaître dans les résultats de recherche. Ça prend un certain temps. Et pendant ce temps-là, bon, vous continuez d'optimiser votre contenu. Et quand on dit optimiser le contenu, c'est optimiser, par exemple, les contenus texte, les contenus images, les contenus vidéo sur votre site web, c'est les référencer sur vos réseaux sociaux, c'est de diffuser vos informations aussi régulièrement que possible aux membres de votre réseau, même si ce sont juste les membres de la famille. Alors, je blaguais tout à l'heure avec, mais servez-vous de tout ce qui est à votre disposition, aussi petit que cela soit. Ok? Et si jamais vous décidez d'utiliser cette technique-là, le temps est votre allié, ce n'est pas votre ennemi. Donc, si vous êtes extrêmement pressé, vous avez échoué dès le départ. Par contre, si vous êtes patient, vous laissez autant le temps de se déployer, éventuellement ça va marcher. Mais par contre, c'est un travail de longue haleine. Vous ne devrez vraiment pas laisser. Donc, l'optimisation, le référencement est quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas faire. Alors, si vous avez de l'argent et que vous êtes prêt à investir plutôt dans le marketing web, à la limite, vous pourriez avoir un référencement un peu douteux, mais en maximisant un peu les frais marketing dans la publicité et tout, vous pouvez quand même compenser un tout petit peu. Si par contre, vous ne voulez rien dépenser du tout, vous n'avez pas droit à l'erreur. Parce qu'il faudrait que chaque fois que quelqu'un va sur le moteur de recherche et tape un mot en rapport avec le contenu de votre site web, qu'il le trouve. Et parfois, vous serez même obligé de faire l'inverse. C'est-à-dire, il faudrait que vous soyez capable d'identifier ce que les gens disent, ce que les gens recherchent sur les moteurs de recherche, afin d'adapter votre contenu pour qu'il reflète ces recherches-là, pour que vous ayez plus de chance. Et plus les gens vont utiliser vos liens, accéder à votre site web et plus vous allez remonter dans les classements des moteurs de recherche. Mais définitivement, la promotion est quelque chose que vous devrez faire de manière active si vous voulez que votre site web ait de la visibilité. Par contre, cette promotion-là, il faudra trouver le moyen de la faire de manière gratuite. Nous avons donc passé en revue les 7 principaux axes sur lesquels il vous faudra travailler pour pouvoir obtenir un site web complètement gratuit. Alors ces 7 axes-là, on les rappelle rapidement, sont le nom de domaine, l'hébergement, le certificat SSL, l'apparence visuelle, les fonctionnalités, le contenu et la promotion. La promotion intervient après que vous ayez rassemblé les 6 premiers facteurs. Ok, les 6 premiers axes ou éléments, etc. Parce que la promotion consiste à parler au plus grand nombre de personnes des 6 premiers éléments, c'est-à-dire de votre nom de domaine ou pas, si jamais vous allez vers une version gratuite, de votre hébergement, de votre certificat SSL ou pas. En général, vous n'en aurez pas, ou alors vous allez opter pour un certificat SSL avec Let's Encrypt ou quelque chose de ce genre, de promouvoir l'identité visuelle, vos fonctionnalités et votre contenu. Donc, la promotion intervient un peu après. Nous allons nous focaliser maintenant sur certains outils qui peuvent vous permettre de gérer les noms de domaine, les hébergements, les certificats SSL, l'apparence visuelle, les fonctionnalités et le contenu de manière gratuitement. Ok, ou plutôt de manière gratuite. Bon, bref. Alors, il y a des limites toutefois à considérer avec ces outils, et ces limites-là sont ce que moi j'appelle le prix à payer. C'est le prix que vous devez payer. Alors, vous ne payez pas d'argent,
ok? Vous ne payez pas d'argent pour pouvoir avoir accès à ces choses-là. Mais par contre, il y a des choses que vous n'aurez pas ou alors des choses qui ne seront peut-être pas exactement comme vous l'auriez souhaité pour que vous soyez capable d'arriver à ces résultats-là. Alors, quelles sont les choses qu'il faudra considérer avant d'opter pour un outil, quel qu'il soit? Alors, première chose à devoir considérer ou à devoir sacrifier, c'est le fait qu'il faudra que vous vous fassiez un nom. On entend souvent dire que si par exemple vous avez un père qui a été très célèbre et tout le reste, et vous avez le même nom de famille que lui, on dira en général qu'il faudra que vous vous fassiez un prénom. Et si vous êtes dans un environnement où vous devez vous faire votre propre marque, etc., on dira souvent qu'il vous faudra vous faire un nom, tout simplement. Mais dans notre cas, il faudra que vous soyez prêt à vous faire un sous-nom de domaine. Parce que traditionnellement, lorsqu'on a un site web, on a un nom de domaine. Par exemple, sokawakata.com. Soit dit en passant, c'est un site web fantastique, magnifique, que je vous invite à consulter régulièrement. Ces derniers temps, nous avons un peu ralenti la fréquence de publication parce qu'on se concentrait à créer des cours structurés pour vous, mais nous allons reprendre la publication acharnée, des publications acharnées qui vont vous permettre de découvrir, d'apprendre et de comprendre davantage en technologie de l'information et en musique. Donc allez consulter le site web qui est plein d'astuces en tout genre, en français, s'il vous plaît, ladies and gentlemen. Et en plus, nous avons des prix exceptionnels pour des prix et des promotions exceptionnelles pour les cours que nous offrons. Donc, très bien. Alors, traditionnellement, lorsque vous avez un site web, vous avez un nom de domaine. Google.com, Facebook.com, sokawakata.com, ceci-cela.ca, archiduchesse. Tout ce que vous voulez, etc. Sauf que lorsque vous allez dans la direction des sites web entièrement gratuits de A à Z, il faudra que vous vous fassiez à l'idée d'avoir plutôt un sous-nom de domaine. C'est-à-dire, il y aura un nom de domaine principal qui n'est pas du tout le vôtre, il appartiendra à quelqu'un ou à quelque chose d'autre. Et puis, le nom de votre site web viendra se greffer par après. Il faudrait que vous soyez à l'aise avec cela. Si ce n'est pas du tout une option pour vous, sortez de ce cours. Allez chercher un autre cours. Mais si vous voulez absolument avoir un site web gratuit de A à Z, ça fait partie des chemins par lesquels il vous faudra passer. Ce n'est pas nécessairement, comment dire ça, un handicap. Parce que moi, quand Internet débutait, je connaissais presque par cœur, à la lettre près, les noms de tous les sites web. Jusqu'à la racine, jusqu'à la fin de la page, je connaissais tout par cœur. Parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Et mes intérêts étaient relativement limités. Donc, tous les sites web, je les connaissais presque par cœur. Mais à mesure que Internet a grandi, j'ai oublié ça complètement. Aujourd'hui, il y a des sites web, je sais juste que je vais dans ce site web, mais je ne connais pas l'URL du site web en tant que tel. Chaque fois que je veux aller sur ce site web, soit je me base sur les favoris, soit je vais sur un moteur de recherche Google ou autre, et je tape une requête qui m'amène vers le site web. Et vous serez surpris de constater que certaines des adresses que vous aimez consulter ne sont pas des, comment dire ça, des noms de domaine pleins. Plusieurs des adresses que vous aimez consulter sont en fait des sous-noms de domaine. Donc c'est quelque chose / quelque chose qui vous amène vers votre site web préféré. Donc c'est pas vraiment un problème, surtout si vous utilisez bien les liens, la publicité et tout le reste, ça va faire en sorte que les gens pourront accéder directement au contenu sans avoir à connaître tout le nom, les sous-noms, l'architecture, etc. Donc avoir un sous-nom de domaine n'est pas si critique que cela après tout. Autre enjeu à considérer, très important, c'est la bande passante. Alors, beaucoup de personnes n'en tiennent même pas du tout compte, mais la bande passante est critique. La bande passante, c'est, en résumé, le volume d'informations qui va vers votre site web et qui part de votre site web. Chaque fois que quelqu'un se connecte à votre site web, pour que l'information apparaisse sur son ordinateur, dans son navigateur, il faut qu'il télécharge les informations parce que les informations sont sur votre site web. Alors, pour qu'elle quitte votre site web pour arriver
chez lui, elles doivent être téléchargées, c'est-à-dire elles partent de chez vous, de votre site web, pour chez lui. C'est téléchargé. Si à un moment donné, l'utilisateur doit envoyer des informations vers votre site web, par exemple, imaginez Facebook, vous voulez publier une photo sur votre profil, sur votre mur ou whatsoever, vous êtes en train de téléverser, c'est-à-dire les images quittent l'ordinateur de l'utilisateur et vont vers le site web de destination. Ça, c'est du téléversement. Alors là, l'information va plutôt de l'utilisateur vers la plateforme. Alors, tous ces allées et venues d'informations, ça utilise de la bande passante. La bande passante, c'est le volume d'informations qui circule de part et d'autre entre le site web et les différents utilisateurs. Alors, c'est une information que beaucoup de gens ne considèrent pas, mais qui vous est directement ou indirectement facturée lorsque vous achetez un nom de domaine. Alors, sur les hébergements classiques, voyons donc. Allons par exemple sur HostGator. Je ne sais pas s'ils en ont fait part. Je vais prendre un hébergement standard là. Par exemple, ici, là, dans les plans qu'ils offrent, vous voyez bandwidth, it is unmetered. C'est-à-dire que eux, ils ne la comptent pas du tout. Comment dire ça? Il n'y a pas de restriction. Ça veut dire, vous pouvez avoir 1 milliard de personnes qui viennent se connecter sur votre site web. Vous n'allez pas payer plus pour cela. Mais ça, c'est une information qu'il est très important de vérifier. En général, pour vérifier, il faudra utiliser l'option Compare All Plans parce que c'est elle qui vous permet souvent d'avoir la description précise de chaque option, de chaque plan. Et là, vous pouvez voir la valeur qui est permise pour chaque plan. Alors, de plus en plus de plans auront unmetered ou unlimited ou illimité ou alors ça ne finit jamais ou quel que soit le nom qu'ils vont mettre là-dessus pour vous dire que il n'y a pas de problème à ce que vous ayez un nombre important de personnes qui se connectent sur votre site web et qui lisent les informations. Mais si vous allez dans les hébergements gratuits, parfois au niveau de bandwidth, bande passante, vous aurez des limitations par jour ou par semaine ou par mois. On va par exemple vous dire que vous avez 50 gigas de bande passante. Ça veut dire que par mois par exemple, ça veut dire que sur un mois, vous ne devez pas avoir un trafic vers votre site web ou depuis votre site web qui soit supérieur à 50 gigas. Donc, par exemple, ça va limiter le nombre de personnes que vous pouvez accueillir sur votre site web. Si votre site web devient extrêmement populaire, vous ne pourrez pas continuer d'utiliser cet hébergement gratuit-là. Parce que lorsque vous atteignez la limite, soit le site web se bloque, ce qui est extrêmement désagréable, ça veut dire il cesse de fonctionner, ou rien de plus ne marche, ou il devient extrêmement lent, il devient inutilisable, ou alors, chez ceux qui sont un peu vicieux là, pendant la procédure d'inscription, ils vous demandent vos numéros de carte de crédit et tout. Et dès que vous dépassez la limite, ils vous chargent. Ils vous facturent cela. Et lorsqu'ils vous facturent, parfois ça vient à des prix même plus chers que les hébergements classiques. Alors, il faut faire attention à cela. Donc, ça fait partie des éléments qu'il faudrait considérer et pour lesquels vous allez peut-être devoir payer un prix ou avoir des restrictions particulières. Prochaine limite, c'est l'espace disque. Quelle est la quantité d'informations que vous pouvez stocker sur votre site web? Dans les formules à hébergement gratuit, cet espace est généralement, je crois que je viens d'inventer un mot. Je vais faire ma demande de prix à l'académie là. Donc c'est en général limité. Chez les hébergements gratuits. Alors chez les hébergements classiques, c'est un méthode ou illimité, ou alors ils vont mettre un chiffre tellement gigantesque que c'est un chiffre presque inatteignable. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faudra par contre considérer. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les technologies actuelles, un site web standard classique n'a pas vraiment besoin d'un grand espace, ok? Vous n'avez pas besoin d'avoir un grand espace. Avec quelques centaines de mégas, vous pouvez avoir un site web tout à fait correct.
Ah, désolé, c'est parce que je voulais prendre hosting. Donc ici, ils ont tout. Alors, pour faciliter la lecture, en général, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre juste les résumés des différents plans sur les pages de vente. Mais il faut en général chercher une option qui vous permet de comparer ou de voir les features en détail. Alors, si on compare ici, alors on peut voir que Disk Space, vous voyez par exemple, dans le format économique, c'est limité à 100 gigas. Bon, 100 gigas, c'est quand même assez considérable comme espace, surtout si votre site web est extrêmement simple. Un site web vitrine ou alors un site web d'entreprise ou un... peut-être pas blog, parce que les blogs, ça peut vite grandir. Mais par exemple, à partir de luxe, ici, c'est illimité. Par contre, ici, là, ça, ce sont des plans payants. Mais si vous voulez aller avec des hébergements gratuits, en général, l'espace disque sera limité. Alors, c'est important de garder cela en mémoire lorsque vous faites votre choix. Si par exemple, c'est une boutique que vous êtes en train de créer, dépendamment du nombre de produits que vous avez dans la boutique, ça peut vite devenir un frein. Parce que, en général, quand vous vendez un produit, vous voulez vendre le produit et présenter le produit dans des images du produit. Alors, les images n'ont pas besoin d'être en 10 000 K, vitesse, intelligence artificielle, réalité augmentée, tout ça. Vous n'avez pas besoin d'images spectaculaires, mais par contre, vous pourriez avoir une boutique avec des centaines de produits. Et par exemple, si vous vendez des t-shirts, ou je sais pas moi, parce que c'est en général les t-shirts qui sont disponibles en rouge, en vert, en bordeaux, en tout genre de couleurs, tout genre de taille. Donc parfois pour un seul produit, vous pouvez avoir facilement 10 images, 15, 20 images. Imaginez donc que vous ayez une boutique avec une centaine de produits, 200 de produits, ça fait beaucoup d'images. Et ces images-là, si elles ne sont pas optimisées, risquent vite, comment dire ça, d'absorber l'espace disque qui est mis à votre disposition. Ok? Et c'est également un enjeu si par exemple vous avez une boutique et il faut gérer la bande passante. Parce que toutes les images que vous affichez sur votre site web là, pour que ça s'affiche sur le navigateur de l'utilisateur, ça consomme de la bande passante, votre bande passante. Donc, si vous décidez d'aller avec un hébergement gratuit, il faudra faire attention parce que vous risquez d'être bloqué par la suite. Prochaine limite, c'est le nombre de sites web que vous pouvez accueillir. Les hébergements payants à partir d'un certain niveau vous permettent d'héberger éventuellement plusieurs sites web. C'est-à-dire vous pouvez avoir un seul compte dans votre plateforme, mais vous hébergez par exemple sokawakata.com, vous hébergez encore sokaspecial.ca. Par exemple, vous pouvez héberger un troisième site web appelé sokawakatalefantastique.fr, etc., etc. Avec les sites web à hébergement gratuit, parfois vous serez limité, parfois pas, parfois oui. Mais il y a une petite passe que vous pouvez utiliser. Si les sous-noms de domaine ne vous font pas peur, vous pouvez avoir les sous-noms de domaine qui, eux, peuvent vous permettre virtuellement d'héberger plusieurs sites web. Alors, autre chose qu'il faudra également considérer, c'est les adresses courriel associées. Quand vous avez un nom de domaine, par exemple sokawakata.com, vous pouvez avoir une adresse qui lui est associée. Par exemple, information@sokawakata.com ou contact@sokawakata.com. Lorsque vous utilisez les hébergements gratuits, certains vont vous permettre d'avoir quand même une adresse courriel associée, d'autres ne vont pas du tout vous le permettre. C'est important de le savoir. Alors, est-ce qu'il y a une mesure de contournement par rapport à cela? Oui, il y a une mesure de contournement. Si jamais la plateforme vous permet de créer les formulaires de contact, alors vous pourrez contourner cela parce que en général, vous avez besoin d'une adresse pour permettre aux gens de communiquer avec vous. Mais en réalité, les gens n'ont pas nécessairement besoin de connaître l'adresse par cœur, de savoir que c'est par exemple information@sokawakata.com ou contact@sokawakata.com. En réalité, les gens n'ont pas nécessairement besoin de le savoir s'ils ont par exemple un formulaire de contact qu'ils peuvent utiliser.
Tout ce qu'ils veulent, c'est être en contact avec vous. Donc, si vous n'avez pas une adresse courriel associée, mais vous êtes capable de créer un formulaire de contact, c'est parfait. Si vous ne pouvez pas créer le formulaire de contact parce que les fonctionnalités sont bloquées et vous n'avez pas d'adresse courriel associée au nom de domaine, ça peut vite faire moins professionnel. Par exemple, vous avez un site web, je sais pas moi, hasta la vista /sokawakata.com et puis vous avez une adresse Gmail ou Hotmail. Bon, c'est un peu un genre, ok? Ça fait un peu dissocié. L'idéal serait que l'adresse courriel que vous avez, si vous devez la fournir, qu'elle soit rattachée plus ou moins, mais plus que moins, à votre nom de domaine. Autre élément important à considérer, c'est les temps d'éveil. Par temps d'éveil, c'est en fait, j'exagère un peu, ce terme n'existe nulle part en technologie, mais c'est un peu le taux de disponibilité de votre plateforme. Parce qu'un site web, on s'entend, c'est pas comme une boutique classique, physique, qui peut s'ouvrir peut-être de 9h à 17h, par exemple. Un site web, théoriquement, c'est censé être disponible à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc, si quelqu'un a ses insomnies, il n'arrive pas à dormir ou je sais pas trop quoi, il peut se lever et venir acheter quelque chose sur votre site web, même si c'est à 2h du matin. Ça, c'est ce qui est vraiment très intéressant avec les sites web. Le problème avec certains hébergeurs web gratuits, c'est que parfois, votre site web ne sera pas disponible. Parfois, c'est connu. Il y a des heures fixes où ce n'est pas disponible, mais parfois, c'est pas connu. C'est de manière complètement aléatoire. Donc, ça peut être au beau milieu du jour, votre site web n'est pas du tout disponible. Et puis, vous ne pouvez pas vraiment vous plaindre parce qu'ils vous ont prévenu à l'avance qu'il y aurait des moments où votre site web ne serait pas du tout disponible. Donc, il faudra faire attention à cela. Si vous avez besoin d'un site web à très haute disponibilité, soit vous ne venez pas dans un site web gratuit, soit vous prenez le temps de bien prévenir vos utilisateurs ou vous-même vous préparez à cela. La vitesse de la plateforme, là aussi c'est très important. Et certains des éléments que nous examinons ici, là, sont vraiment à considérer si vous optez pour les sites web complètement gratuits, mais ils sont également à considérer avec vos hébergements classiques lorsque vous allez avoir un projet plus standard. Beaucoup de gens ne les considèrent pas, mais c'est parfois ce genre de petits détails-là qui feront la différence entre un hébergement à 50$ et un autre à 30$ ou à 10$, etc., etc. Certaines personnes disent quoi, mais Soka, pourquoi même chercher des hébergements gratuits? Il y a des hébergements qu'on peut avoir à 1$, à 3$ par an, etc. C'est vrai, mais même dans ces formules-là, c'est important de regarder ces éléments. Ne regardez pas juste ce qu'ils vous offrent au départ là, c'est-à-dire il y a souvent des caractéristiques générales là. Ces éléments, ne les regardez pas uniquement avant de choisir. Allez au fin détail, c'est important de savoir. Parce que moi, par exemple, j'ai travaillé sur une plateforme une fois. C'était pas moi qui l'avais choisi, c'était le client qui avait déjà choisi la plateforme. Et puis, à un moment donné, c'était une boutique en ligne. On s'est mis à rajouter les produits dans la boutique. Et puis, le site web s'est arrêté. Il a semblé redémarrer à plusieurs reprises. J'ai été excédé par la situation malgré ma zénitude légendaire. Et en examinant de plus près les paramètres, je me suis rendu compte que la base de données et le site web de manière générale étaient extrêmement lents. Donc à partir du moment où c'était une boutique où il y avait, je sais plus, 400, 500 produits, quelque chose comme ça. Donc il y avait des traitements qu'on faisait par lot. Donc vous envoyez par exemple 10 produits à la fois. Non, c'était plus. C'était peut-être 50 produits ou 20, 25 produits à la fois. Le site web capote, il sort de son corps et puis il revient à la vie. C'était complètement misérable. Donc c'était difficile à gérer. Imaginez donc que le site web devienne populaire. Et soit dit en passant, c'était pas un site web gratuit. C'était un site web payant. Mais c'était une formule un peu cheap là, que le propriétaire du site pensait avoir déniché. Mais vraiment, il a dû se revirer de bord par la suite. Donc c'est les éléments qu'il faut vraiment considérer parce que ça peut avoir des effets. Le nombre de CPU,
Il est clair que le site web, par exemple, on est chez qui là? On est chez GoDaddy, je pense. Le site web Economy, là, il a juste un processeur. On s'entend que la version Ultimate et Maximum seront pas mal plus rapides. Donc, si par exemple vous voulez faire du commerce électronique, il se peut qu'ici vous ayez certaines limitations. Pas parce que la bande passante est limitée ou le disque est limité, mais juste parce que le processeur est un peu moins rapide. Donc il y a des choses qu'il ne sera pas en mesure de faire aussi bien que ceci, par exemple. Même chose en termes de mémoire. Ici, il a juste 512. Là, il en a 2 Go. Là, il en a 1, etc., etc. Et dans les sites web gratuits, ces données-là sont encore plus importantes parce qu'elles auront des impacts sur la performance générale de votre site web. Le type, la taille et le nombre de bases de données. En général, dans le web, les bases de données utilisées sont MySQL ou MariaDB, qui sont des sœurs jumelles, mais qui ont décidé de changer complètement de nom. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Donc c'est important de savoir si la plateforme que vous allez utiliser utilise une base de données déjà, parce que certaines, bon, elles utilisent toutes des bases de données, mais certaines ne vous permettent pas d'exploiter la base de données. Donc, est-ce que vous avez la possibilité d'utiliser une base de données? Oui ou non? Si vous avez la possibilité d'utiliser une base de données, quelle est la nature de cette base de données? Est-ce que c'est du MySQL? Est-ce que c'est du MariaDB? Est-ce que c'est du MongoDB? Est-ce que c'est du NoSQL? Est-ce que c'est du PostgreSQL? Est-ce que c'est du SQL Server? C'est important de savoir la nature, le type de la base de données. Autre chose, la taille de la base de données et le nombre. Est-ce que vous avez droit à une base de données uniquement, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10? Il faut connaître le nombre de bases de données disponibles et la taille de la base de données. Parce que parfois, vous pouvez avoir 50 bases de données disponibles, mais chaque base de données, c'est maximum, par exemple, je sais pas moi, peut-être 1 méga, la taille de la base de données. Alors, c'est bien beau d'avoir 50 bases de données à votre disposition, mais si elles sont limitées en taille à 1 méga, il n'y a pas grand-chose que vous serez capable de faire. Ce qu'il y a de bien avec les bases de données, notamment les bases de données MySQL ou MariaDB, c'est qu'elles peuvent contenir de gros volumes d'informations sans être très volumineuses. Donc, dans une base de données de moins d'1 méga, vous pouvez mettre pas mal d'informations, mais tout dépend de la nature des informations. Il y a des informations assez critiques qui, dans une base de données de 50 mégas, ne peuvent tout simplement pas rentrer. Okay? Si vous avez par exemple une boutique électronique un peu complexe, là, il se peut qu'une base de données de 25 mégas, ça suffise pas du tout. Okay? Par contre, si c'est un site web d'entreprise tout simple, il n'y a rien de fantastique, ou un site web vitrine tout classique, bah, même si vous avez une base de données de 10 mégas, dans certains cas, ce sera plus que suffisant. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais les technologies disponibles, c'est aussi important de le savoir pour les serveurs web, parce que tous les serveurs web n'acceptent pas toutes les technologies. Et encore, la limitation est encore plus grande lorsque ce sont les hébergeurs gratuits. Donc, dépendamment de la technologie que vous comptez déployer pour votre site web, c'est important de savoir quelles sont celles qui sont disponibles, acceptables, compatibles avec la plateforme que vous aurez choisie. Les outils de construction, est-ce que ce sont les outils universels ou propriétaires? Ça, c'est aussi important de savoir parce que parfois, on va vous dire que l'hébergement est gratuit, mais pour pouvoir utiliser l'hébergement, vous devez utiliser les outils qui sont mis à votre disposition. Vous ne pouvez pas utiliser vos propres outils. Vous ne pouvez rien amener pour ne pas téléverser vos propres fichiers par FTP ou quoi que ce soit. Vous devez utiliser le bâtisseur de la plateforme. Et parfois, le bâtisseur de la plateforme n'existe que sur la plateforme. Donc, une fois que vous avez créé votre site web avec la plateforme, vous ne pouvez même pas télécharger ces fichiers et les reproduire ailleurs. Oubliez cela. Okay? Il y a des plateformes comme ça, que ce soit payant ou pas payant d'ailleurs. Okay? Ça, c'est ce sont des vérifications à faire en général. Ce qui fait que si c'est extrêmement propriétaire, ces outils-là, ça veut à peu près dire qu'une fois que vous commencez le projet avec cette plateforme-là, vous êtes condamné à continuer avec cette plateforme parce qu'il n'existe aucune autre plateforme qui sera en mesure d'exploiter les fichiers générés par cette plateforme-là. Donc, c'est important de le savoir. Si vous ne voulez pas être limité, parfois il faudra réfléchir à 50 fois avant de faire votre choix. Alors, la publicité.
Alors, ça, c'est un des prix très intenses à payer parce que, oui, vous ne payez pas pour cet hébergement, pour ces outils-là, mais il faut bien que ces plateformes-là vivent, il faut bien qu'elles payent leurs employés, il faut bien qu'elles payent l'électricité et l'espace associé aux serveurs qu'ils mettent à votre disposition. Et comment est-ce qu'ils font pour être payés? Certains utilisent la publicité, tout simplement. Ce qui veut dire que pour certaines des plateformes que vous aurez à choisir, vous aurez, oui, votre site web complètement gratuit, mais soit au-dessus, soit au milieu, en, soit en bas, vous aurez des publicités complètement aléatoires qui vont venir apparaître sur votre site web. Alors ça peut être intéressant parce que, ok, ça amène un peu de vie, parce que ces publicités en général, c'est des animations. Ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi contre-productif pour vous et votre contenu. Parce qu'il se peut très bien que ce soit des publicités AdSense, AdWords. Et ce qui se passe avec ce genre de publicité, c'est que ça analyse le contenu de votre site web et ça met des publicités qui sont relatives à ce contenu. Donc par exemple, c'est un site web de vente de téléphones portables, d'appareils mobiles. Donc ils vont mettre par exemple des publicités d'accessoires pour vos téléphones. Alors ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi dangereux parce que ça peut par exemple amener vos clients ailleurs. Ça peut faire la publicité même de vos concurrents. Ok, par exemple, vous pouvez être un spécialiste de téléphone iPhone, Apple, mais ça met la publicité de Samsung. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon du tout. Ou alors vous avez un concurrent dans la même ville qui a lui décidé de payer Google pour faire la publicité. Vous avez votre entreprise là. Et puis la publicité de votre concurrent apparaît avec les animations et tout et tout et tout et tout et tout. Ça dirige les gens plutôt chez votre concurrent. Donc ça peut être désastreux. Autre chose qui peut être désastreux, c'est que ça met un contenu qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous vendez. Par exemple, vous vendez des livres, ça se met à mettre des publicités sur le Viagra ou je sais pas trop, des choses de ce genre qui n'ont absolument aucun rapport avec votre site web. Donc ça peut faire perdre de la crédibilité à votre site web, ce qui n'est pas bon non plus. Alors, autre chose à considérer, y a-t-il des interfaces d'administration? Oui ou non? Certaines plateformes ne vont pas vous proposer d'interface réelle d'administration. Ils vont vous proposer leurs propres outils. Ça peut être une interface d'administration propriétaire, mais vous pouvez également avoir un peu de chance et avoir des interfaces d'administration universelles, comme cPanel, Parallel Plesk. Vous pouvez également avoir des accès FTP ou pas. Alors si vous avez des accès FTP, ça peut vous donner une certaine marge de manœuvre parce que vous pouvez vous-même envoyer vos propres fichiers dans la plateforme et les piloter par la suite. Si vous n'avez pas d'accès FTP, parfois vous êtes condamné à utiliser les outils mis à votre disposition et ces outils peuvent parfois être limités. Le support. Alors avec les formules à hébergement complètement gratuites, parfois vous n'avez pas vraiment de support. Soit vous devez aller au niveau du forum pour lire les questions qui ont déjà été posées et voir si vous pouvez avoir votre solution. Vous pouvez peut-être dépendre des utilisateurs, ce qui peut parfois être extrêmement positif. Mais vous avez aussi parfois des utilisateurs qui semblent avoir dormi dans l'espace pendant 1500 ans et puis ils reviennent des années plus tard dans une époque qu'ils ne connaissent pas. Ils se mettent à parler une langue qui a disparu ou à demander des choses qui n'ont aucun sens. Il fait des propositions venues d'ailleurs. Bon, donc ça peut être parfois une source de perte de temps. Parfois, vous ne pouvez communiquer que par téléphone, ou parfois, pas par téléphone, c'est rare par téléphone, par courriel plutôt, et parfois les délais de réponse sont très longs, c'est-à-dire vous envoyez votre question aujourd'hui, c'est peut-être 3 jours plus tard ou une semaine plus tard, s'il daigne même vous répondre. Donc, si vous décidez d'aller avec ce genre de formule, vous devez être prêt à vous débrouiller par vous. Vous devez être débrouillard très souvent. Vous devez être vraiment être prêt à être débrouillard. Alors, on parlait tout à l'heure de comment est-ce que ces gens-là se font de l'argent. Parfois, ça peut être par de la publicité, mais parfois, ça peut être par des moyens un peu moins comment on dit, vertueux, comme par exemple la vente des informations personnelles. Alors certains vont
Ça n'arrive pas tout le temps, mais il y a, vous savez, Internet est plein de... Il y a des anges et des démons partout. Donc, certains d'entre eux vont créer ce genre de plateforme dans le seul but de pouvoir analyser ce que vous faites avec ces sites web-là et vendre ces informations au plus offrant. Donc, ça peut être juste vendre les informations d'utilisation, mais ça peut aller parfois aussi loin que vendre carrément vos informations, parce que vous allez créer des comptes, etc., avec vos noms, prénoms, parfois vos adresses et tout le reste. Ça se peut que certains d'entre eux vendent ces informations-là à des tiers, et que vous soyez à un moment donné bombardé par des publicités un peu gênantes et tout le reste. Donc si vous décidez d'aller avec ce genre de truc, ça pourrait être intéressant pour vous de créer une adresse fantastiquement fictive là, qui n'a aucun rapport avec vous, vraiment. Le genre d'adresse courriel qui, si jamais elle est piratée ou vendue, ça ne fera de mal à personne. Donc créez-vous une identité, appelez-vous Luke Skywalker ou alors Denver le dernier dinosaure ou Alice au pays des merveilles ou des adresses fantaisistes comme ça là. Et puis utilisez ce genre d'adresse pour créer vos comptes. Ok? Parce qu'on s'entend, peut-être certaines situations vont vous contraindre à utiliser des sites web entièrement gratuits. Mais ça peut être difficile de bâtir quelque chose d'absolument sérieux sur le long terme avec. Alors, protégez-vous quand même. Alors, ça, ce sont juste quelques-unes des limitations, mais il peut en avoir tellement d'autres. En général, ce genre de plateforme va vous proposer une sorte de politique ou de canevas où ils vont entrer en détail sur les choses qu'ils vous permettent de faire et les choses qu'ils vous interdisent de faire. Certaines plateformes proposent des espaces disques illimités, mais ils vont par exemple vous dire que faut pas mettre des vidéos à l'intérieur, donc vous pouvez pas téléverser des vidéos, ou alors c'est illimité, mais la taille d'un fichier individuel ne peut pas être supérieure à, je sais pas moi, à peut-être 50 mégas. Donc ça fait que si vous avez une vidéo de plus de 50 mégas, vous pouvez pas la mettre là, même si vous avez un espace illimité à votre disposition, par exemple. Vous pouvez pas, par exemple, streamer de la musique ou de la vidéo. Bref, ils ont tout un tas de règles qu'il est important de regarder. Ces règles ne sont pas universelles, elles changent d'une plateforme à l'autre. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre connaissance des politiques de la plateforme avant de vous engager. Mais ce que vous devez retenir, c'est que c'est parfaitement possible. C'est parfaitement possible d'avoir un site web entièrement gratuit. Mais par contre, il y aura probablement un prix à payer. Yeah. Nous allons entamer le début de la fin de ce cours en parlant de quelques outils et plateformes dont on peut se servir pour pouvoir obtenir des coûts nuls lors de la création d'un site web. Alors ces outils-ci se concentreront sur les 6 premiers axes, c'est-à-dire du nom de domaine jusqu'au contenu, du nom de domaine ou plutôt du sous-nom de domaine jusqu'au contenu. Ils ne tiennent pas compte des facteurs tels que la promotion, parce que la promotion se passe après que votre site web soit prêt. Et nous en avons déjà parlé un tout petit peu. Alors, il y a de très nombreux outils. Nous n'en avons retenu que quelques-uns ici pour vous les présenter. Vous aurez l'occasion de les explorer. Chacun de ces outils a ses avantages et ses inconvénients. Il est important donc que vous compreniez bien quels sont les contours de votre projet, quelles sont les véritables raisons pour lesquelles vous désirez opter pour un hébergement entièrement, un site web entièrement gratuit. Parce que, comme on l'a dit tout au long de ce cours, si votre projet, pour une raison ou pour une autre, mérite que l'argent soit dépensé quelque part, n'hésitez pas à le faire. Mais si vraiment vous êtes dans une situation qui vous bloque, qui vous limite, alors vous pourrez toujours considérer ces éléments-là en tenant compte des limitations que nous avons portées à votre connaissance. Nous avons Wix. Wix est une superbe plateforme
qui est venu bousculer beaucoup les habitudes. Les plateformes traditionnelles, elles étaient là et puis elles profitaient de leur statut ancestral et tout, mais Wix est venu bousculer la manière dont on conçoit les sites web avec leurs interfaces drag and drop on. Et ça a vraiment apporté une révolution à tel point que, je pense, toutes les plateformes de nos jours proposent des constructeurs qui utilisent le principe de drag and drop. Alors, les versions traditionnelles de Wix permettent effectivement de créer des sites web payants avec plein d'options, mais ils proposent également l'option d'avoir un site web internet gratuit. Alors, ce site web internet gratuit là, il sera moderne, il sera beau, il sera formidable. Il n'y a pas de grosses limitations en termes de fonctionnalité, mais vous aurez un sous-nom de domaine. Si vous comptez avoir, comment est-ce qu'on appelle ça? Du commerce électronique, ça ne marchera tout simplement pas. Parce que pour avoir le commerce électronique, il faudrait que vous ayez un des plans standards de la plateforme. Mais c'est définitivement quelque chose qui mérite d'être vérifié. Surtout si vous ou votre client ne voulez pas ne voulez pas vous embarquer dans les choses un peu compliquées, le code HTML, uploader les fichiers, FTP, ce genre de choses. Vous ne connaissez pas grand-chose au PHP à la programmation. Leur interface de construction rend la chose extrêmement simple, agréable et moderne. Nous avons Weebly. À mon avis, il est un peu moins bon, un peu moins fort que Wix. Mais c'est un principe similaire, c'est-à-dire vous avez une plateforme qui vous permet de créer les sites web grâce aux interfaces fournies, aux constructeurs fournis. Ici également, vous avez la possibilité de créer un site web, comment dire ça, moderne, élégant, en très peu d'étapes. Nous avons les sites de Google. Eux aussi, ils sont intéressants dans la mesure où déjà c'est Google, c'est déjà très bien. Autre chose, indirectement, vous bénéficiez, c'est pas de la triche, mais vu que c'est fait par Google, donc il y a une partie du référencement qui est déjà faite, pas déjà faite, il faudra quand même la faire, mais elle est déjà faite par le fait que vous êtes référencé presque directement par Google. Encore faudrait-il que votre contenu s'adapte. Ils ont même des outils qui peuvent générer le site web sur la base de ce que fait votre entreprise. C'est pas un hic, mais une des conditions, c'est bien sûr d'avoir un compte chez Google. Donc c'est très intéressant, surtout si vous voulez avoir les informations de votre entreprise qui apparaissent directement sur Google. Ça peut être très utile pour vous, de telle sorte que si quelqu'un connaît par exemple l'adresse physique de votre boutique, en tapant le nom de votre boutique, dans un coin là, les informations vont apparaître comme les heures d'ouverture, les liens vers les pages de contact, les courriels et plein d'autres choses. Et la possibilité même de noter votre entreprise. Ça peut être bien, ça peut être un sérieux outil de visibilité pour vous. La plupart des sites web que nous avons présentés ici sont des sites web qui offrent leur propre plateforme de conception de sites web. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans ces sites-là, dans ces plateformes-là, Wix, Weebly, les sites Google, il y a même Jimdo qu'on peut également mettre dans la même catégorie. Vous ne pouvez pas vraiment, en supposant que vous maîtrisiez par exemple du PHP, de l'HTML, vous ne pouvez pas vraiment téléverser votre propre fichier dans la plateforme et la coder, trop la personnaliser. En général, vous avez un cadre, vous avez un outil qu'ils mettent à votre disposition et vous devez vous servir de cet outil-là pour positionner votre contenu, le mettre en forme, ce qui peut déboucher sur des limites en termes par exemple des polices utilisées, en termes
des dispositions que vous pouvez utiliser ou appliquer à vos pages, etc., etc. Donc, c'est important de le savoir. Vous ne pouvez pas installer n'importe quoi. En fait, dans la plupart de ces plateformes, vous ne pouvez même rien installer en dehors de ce qu'ils vous permettent d'installer. Donc, c'est assez limitatif. Par contre, par exemple, les plateformes de Google, elles sont assez larges en termes d'espace. Mais comme je vous ai dit, il est important de vérifier vraiment toutes les options qui s'offrent à vous, de regarder les politiques qui sont définies ici pour votre entreprise, pour savoir à quoi est-ce que vous avez droit, à quoi est-ce que vous n'avez pas droit. Parce qu'il y a des limites pour chacune de ces choses-là lorsque vous utilisez les versions gratuites de leur site web. De l'autre côté, nous avons des plateformes qui, elles, sont un peu plus larges, en ce sens que parfois, elles vont vous proposer leurs outils internes, mais parfois, elles vont également vous permettre, par accès FTP, d'uploader vos propres fichiers. C'est-à-dire, vous pouvez créer votre fichier en HTML, en JavaScript, non, peut-être pas le JavaScript Server, mais en tout autre langage, en PHP, et les faire rouler sur la plateforme. Et ce qui peut ouvrir des perspectives intéressantes. Parce que la plupart de ces hébergeurs gratuits vont limiter les fonctions telles que par exemple le commerce électronique, etc. Mais si vous pouvez téléverser vos propres fichiers et que vous utilisez des plateformes comme WordPress, Joomla, ben, vous pouvez créer votre propre boutique si vous savez comment le faire. Et ça peut faire que même si l'hébergement est gratuit, vous pouvez quand même déployer des fonctionnalités de commerce électronique dessus. Alors, c'est par exemple le cas de Webhost. Webhost, c'est une plateforme vraiment intéressante, mais controversée un peu parce que à un moment donné dans leur vie, ils se sont fait pirater, ou ils ont vendu, on ne sait pas trop, les informations d'une bonne partie de leurs clients qui étaient sur la plateforme gratuite. Donc, ça a créé un scandale à l'époque là. Bon, ils se sont beaucoup corrigés et améliorés depuis. Il n'en demeure pas moins que certains sont un peu dubitatifs par rapport à eux. Mais je vous dirais que dans le monde informatique, les pertes de données, c'est plus courant qu'on ne le pense. Si vous faites un peu attention aux nouvelles, si vous cherchez bien certaines nouvelles concernant les plus grands de ce monde, Microsoft, Google, Apple, ce sont des compagnies qui se font pirater, peut-être pas chaque année, mais extrêmement souvent. Sony, de PlayStation, et ils se font pirater tout le temps. Malgré le fait qu'ils ont des ingénieurs qui ont plus de diplômes que d'arbres sur la planète, ils se font quand même pirater. Donc vous imaginez alors des plateformes qui n'ont pas nécessairement leur niveau de sécurité, leur calibre d'employés, ça pourra arriver qu'ils se fassent pirater également. Donc, ne vous dites pas nécessairement que parce qu'ils se sont fait pirater à un moment donné, ils sont de mauvaise qualité. Non, même les meilleurs se font pirater. Ok? Si vous ne vous faites pas pirater, bon oui, vous avez peut-être pris des mesures, mais c'est peut-être parce que vous n'avez rien d'intéressant à dire ou à offrir. Là, par exemple, il y a beaucoup d'utilisateurs, de comptes d'utilisateurs dont c'était une source d'information importante, dont ça a potentiellement été piraté. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, pour des projets comme ceux-ci, ce serait peut-être intéressant pour vous d'avoir une adresse courriel complètement hasardeuse qui n'a rien à voir avec vous, qui ne vous rattache d'aucune manière, qui ne se rattache d'aucune manière à vous, et que vous utilisiez ce genre d'adresse courriel pour créer un site web de cette nature-là. Ok? Comme ça, si jamais il y a un problème, si jamais on vend des informations, bon, ils vont vendre des informations avec quelqu'un qui est sur Klingon ou je sais pas quelle planète imaginaire que vous allez trouver. Mais revenons-en à Webhost. Webhost, c'est une plateforme assez intense parce que la plupart des fonctionnalités de PHP sont offertes. C'est très important parce que c'est une chose de dire que PHP est compatible avec la plateforme, mais parfois PHP vient avec plusieurs modules et certains de ces modules ont des fonctions critiques. Prenons par exemple l'envoi de courriel.
vous avez un formulaire de contact sur votre site web, les gens utilisent ce formulaire de contact pour vous rejoindre. S'il n'y a pas certaines fonctions PHP activées sur ce serveur, les courriels ne vont jamais partir. Et ces fonctions-là ne sont pas toujours activées, surtout chez les hébergeurs gratuits. Donc ça fait que il y a des choses qui risquent pas marcher. Il y a aussi des fonctions d'optimisation d'image et plein d'autres petites choses qui parfois ne marchent pas. Mais chez Webhost, tout cela marche. Il y a quand même des limitations, bien entendu. Elles sont où là? Par exemple, l'espace disque est limité à 1 giga. Vous n'avez qu'un seul site web. Vous n'avez pas un email associé. Vous n'avez pas de sauvegarde. Donc, ce genre de choses, il faudra vous organiser pour les faire par vous-même. Si on jette un coup d'œil à toutes les caractéristiques, alors la bande passante est de 10 gigas par mois. Vous avez un panneau de contrôle, le contrôle panel. Vous avez même les installateurs automatiques de WordPress. Ok, vous avez PHP avec la plupart des comment on appelle ça, des modules existants. Donc, la plupart des choses qui se font en PHP, vous pourrez le faire là-bas. Donc, que vous utilisiez du WordPress ou du PHP custom, ça va marcher. Alors, ils ont un temps de disponibilité de 99%, donc ça veut dire 1%, ça va pas forcément marcher, etc. Donc, il y a toute une liste là. Par exemple ici, les PHPMyAdmin, gestionnaire de fichiers. Vous avez même les crons, j'ai cru les voir quelque part là, bon, je sais plus où c'était, mais j'ai cru les voir ça, j'ai cru les voir. Les tâches cron, vous avez curl, vous avez JD. Alors ce sont des modules qui parfois, lorsqu'ils manquent, bloquent certaines fonctionnalités, mais toutes ces fonctionnalités sont là comme on peut le constater. Donc ça c'est vraiment quelqu'un à considérer. Nous avons Infinity Free. Alors lui, c'est un trafiquant d'espace parce que c'est pas possible. C'est gratuit, mais en fait, il écrit que tout est illimité. Alors, l'hébergement illimité, vous pouvez mettre... en fait, c'est illimité. Illimité, c'est illimité. Vous avez l'installateur Softaculous, donc vous pouvez installer sans avoir utilisé le FTP ou le téléverseur de fichiers. Vous pouvez directement installer les principales plateformes, Drupal, Joomla, PrestaShop, tous ces gens-là. Et il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Vous avez 10 adresses email, vous avez 400 bases de données. Vous avez plusieurs versions de PHP qui sont supportées. Je les appelle les trafiquants d'espace parce que c'est une offre assez spectaculaire. Mais c'est bien beau tout cela, mais c'est important de lire les politiques. Parce que parfois, quand vous examinez les politiques, il y a des restrictions supplémentaires qui n'ont pas été précisées ici, qui vont s'appliquer. Alors si votre projet n'est pas en phase avec ces restrictions-là, bon, vous allez l'oublier. Mais si c'est en phase avec, bon, vous pourrez toujours en profiter pour des projets d'étudiants. Si vous voulez juste expérimenter, vous avez peut-être une boutique, mais vous n'êtes pas sûr que ça va décoller, que ça va marcher, etc. Vous voulez tester, mais vous voulez pas dépenser de l'argent pour vous casser la tête éventuellement. Bon, ça peut être des options viables. Et enfin, nous avons FreeHostia, que vous pouvez également considérer. Alors, FreeHostia, vous pouvez héberger jusqu'à 5 sites web sous-domaine. Vous pouvez avoir 3 adresses email. Vous avez 5 bases de données. Vous avez chaque base de données. C'est chaque base de données ou c'est une base de données qui doit avoir 10 mégas? Ça, c'est quelque chose qu'il faut déterminer. Let us learn more. Mais avant d'y arriver, le trafic mensuel, c'est 6 gigas. Donc, il faudra faire attention à cela. Si votre site web devient populaire, il y aura des problèmes là. Espace 10, c'est 250 mégas. Donc, si vous n'avez pas une boutique avec des centaines d'images, ça doit être plus que suffisant. Donc, regardons un peu plus en détail. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a 5 bases de données. Ce n'est pas vrai. Vous avez une base de données, mais c'est MySQL version 5. Et la taille de cette base de données, c'est 10 mégas. Alors, par exemple, ici, voilà un très très bon exemple. Vous avez 250 mégas d'espace disque, mais la taille
maximale d'un fichier, c'est 500 kilos. Ça veut dire qu'il y a certaines images, parce qu'il y a des images avec les appareils photo d'aujourd'hui, qui ont du 50 mégas, etc. Donc, vous pourriez vous dire que j'ai 250 mégas, donc je peux envoyer des fichiers de 50 mégas, de 25 mégas. Ça ne marche pas. Ici, la taille maximale d'un fichier est de 500 kilos. Donc, ça fait déjà partie de certaines restrictions. Le SMTP server, le serveur SMTP, il n'y en a pas. Ça veut dire que si vous devez avoir un formulaire de contact, le formulaire de contact ne pourra pas marcher ici. Parce qu'en général, les formulaires de contact utilisent... en fait, pas tout le temps. Ça dépend des technologies utilisées, des outils utilisés. Mais parfois, ils utilisent donc un serveur SMTP. Et si le serveur SMTP ne marche pas, les gens vont cliquer sur envoyer, le message ne va jamais partir, ce qui peut être un gros désavantage. Mais une des raisons pour lesquelles ils font ça, c'est que à une époque, certaines personnes utilisaient les hébergements gratuits pour spammer le monde. Pour ne pas se faire taper sur les doigts, ils ont donc bloqué ça pour la plupart. Donc voilà les 6 ou 7, si on rajoute Jimdo, qui nous ont semblé intéressants, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc ce sera à vous d'examiner ceux qui peuvent le mieux se prêter à l'exercice que vous comptez réaliser. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de vous souhaiter bonne chance et bonne utilisation de ces services-là. Nous venons de passer les quelques minutes dernières à examiner les options qui sont à votre disposition pour pouvoir créer un site web gratuitement, de A à Z. Vous avez vu tous les éléments qui peuvent générer des coûts et quelques-uns des outils qui peuvent vous permettre de contourner ces coûts si jamais votre projet vous l'exige. Si vous souhaitez aller plus loin, nous avons parmi nos cours une gamme de cours qui peut vous permettre de pousser le concept beaucoup plus loin, notamment le cours intitulé Dropshipping, construire une boutique maxi à prix mini. Parce que dans ce cours-ci, nous avons pris l'une des formules que nous avons présentées dans ce cours et nous avons réalisé un site web portant sur les figurines entièrement gratuitement. Nous n'avons rien dépensé du tout pour l'hébergement, rien dépensé pour le certificat SSL, rien dépensé pour la mise en place du site web, l'acquisition des images, la mise en place même des fonctions de commerce électronique, parce que c'est souvent ce que les plateformes offrant les sites gratuits ne proposent pas. Mais en observant ce cours-ci, vous aurez la possibilité de vous rendre compte que même un site web de commerce électronique peut être disponible entièrement gratuitement avec certificat SSL et tout, pour peu que vous utilisiez les bons outils et que vous fassiez attention aux limites et aux contraintes. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, savoir comment construire un site web utilisant les plateformes d'hébergement gratuit, n'hésitez pas à vous inscrire dans ce cours. C'est juste 2,5 heures, 2 heures et demie, et c'est plein d'astuces en tout genre. Merci et à bientôt. Nous venons donc de constater que créer un site web gratuit de A à Z, mais vraiment gratuit, sans astérix, sans restriction. Vraiment gratuitement, $0 d'investi, c'est absolument possible. Est-ce que c'est nécessaire de le faire toutefois? Pas nécessairement. Ah oui, je sais, c'est pas nécessaire, blabla. Bref, dans tous les cas, comme nous l'avons vu en introduction, tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes dans une situation financière extrêmement précaire qui fait en sorte que vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser à ce moment-ci, c'est quelque chose que vous pourriez considérer. Ok, mais si c'est parce que c'est une situation financière et qu'il est possible à un moment donné que ça s'ajuste, il est important que vous vous ajustiez, parce que migrer de ces plateformes-là vers quelque chose de payant peut être simple ou compliqué. Alors il y aura des plateformes qui peuvent vous permettre de passer de la version gratuite à une version tout à fait payante, classique et normale. Et puis il y a également d'autres plateformes qui peuvent vous permettre de récupérer les fichiers
que vous aviez et puis de les utiliser sur une autre plateforme qui sera plus appropriée par la suite. Donc, il sera important que vous déterminiez votre stratégie et que vous choisissiez la plateforme en fonction. Ok. Autre chose, tous les projets, même comme les prix sont ridiculement bas depuis quelques années, ne méritent pas de recevoir des dépenses. Il y a des cas où vous voulez juste tester un concept, vous n'êtes pas sûr que ça va marcher. Même si c'est bas, c'est pas parce que c'est bas que il faut pour autant payer cet argent gratuitement. Bon, si vous avez suffisamment d'argent et puis ça vous gêne vraiment pas, vous vous en fichez, il y a vraiment pas de problème. Mais il y a des personnes pour lesquelles le moindre sou investi a un impact dans la vie de tous les jours. Alors dans ces cas-là, ça peut être pertinent de peut-être exploiter certaines de ces possibilités-là. Cependant, ces possibilités qui sont gratuites ne viennent pas sans risque, elles viennent avec un coût, avec un prix. Et ce prix-là, nous l'avons examiné. Il est donc important pour vous d'examiner les offres qui se présentent à vous à la lumière des éléments que nous avons apportés à votre connaissance et que vous fassiez votre choix en toute connaissance de cause. Le plus important, c'est de savoir que c'est possible. Et sachant que c'est possible, trouvez juste la stratégie qui sera la plus adéquate pour vous. Autre chose avant de finir complètement, protégez vos identités pendant que vous utilisez ces services-là. Ok, il pourrait arriver, ça n'arrive pas tout le temps, mais dites-vous bien que quand quelque chose est gratuit, souvent, pas tout le temps, vraiment pas tout le temps. Comme par exemple ce courriel est gratuit, moi je ne trafique pas vos données, tiens. Non, mais parfois, lorsque certaines choses sont gratuites, à très haute échelle, parfois vous le payez d'une façon ou d'une autre chez ces gens-là. Alors ça peut être vos informations personnelles qu'ils peuvent vendre éventuellement, ou etc. Donc ça peut être le fun de prendre une ou deux ou trois précautions de plus avant d'y aller. Mais si vous êtes par exemple étudiant, c'était juste un projet de fin d'études, vous vouliez juste tester, ou alors vous voulez vous exercer à faire quelque chose en ligne sans avoir à le payer, bon ben, ces options-là sont tout à fait valables. Donc n'hésitez pas à consulter le site web sokawakata.com pour les nouveaux contenus, pour les nouveaux cours, pour des promotions exceptionnelles sur nos cours premium. Et nous espérons vous voir parmi nous lors de notre prochain cours. Merci et à bientôt.